Olivier Lecomte est président de Paris Région Lab. Il est surtout à la fois il fut trader, financier, économiste, penseur. J'ai pas été trader, hein, c'est pas vrai. Et surtout, c'est un jeune penseur économiste. Voilà. Et accessoirement, ça devient rare de nos jours. Et accessoirement, j'enseigne dans une école d'ingénieurs. Voilà. Donc, à toi la parole, Olivier. Bon, alors, écoutez, je vais d'abord faire un tout petit... Et j'aimerais bien qu'on projette tes transparents. Oui, mais ça va venir, ça. Toute petite incise sur la conversation précédente. Alors, je voudrais juste dire quand même une chose essentielle, c'est qu'effectivement, le monde qu'on voit autour de nous, hein, et en particulier depuis ces dernières années, il est chargé d'incertitudes, il est chargé d'inconnus, d'aléas, de transformations, toutes ces choses d'ailleurs qu'ici on a tendance à nommer crise et que d'autres à l'autre bout du monde appellent opportunité. Et je pense que le message que je voudrais aussi passer en premier, c'est de dire acceptons le monde tel qu'il est, il bouge et n'ayons pas peur et au contraire tournons-nous vers l'avenir. Et j'oserais même dire que je vais vous montrer que pour moi l'aléa c'est doux. Voilà, ça c'est fait. Voilà. Ça c'est fait. Bon. Alors, ce que je vais essayer de faire là, en un instant, c'est de réhabiliter quelque chose qui a été très décrié pendant la dernière campagne présidentielle, hein, où on a parlé de démondialisation, concept fumeux s'il en est, de repli sur soi, de remettre les frontières, etc. Je vais essayer de réhabiliter l'échange. Je n'ai pas dit l'échangisme, hein, je parle de l'échange. Et pour cela, je vais invoquer les mannes de quelques ancêtres économistes, mais en fait, je vais plutôt commencer dans la région, parce qu'en fait, finalement, tout a commencé ici, il y a 15 ou 20 000 ans, lorsque une tribu qui vivait dans les habitations troglodytes, là, sur les bords de la Vézère, là-bas, voilà, sur les bords de la Vézère, et il y avait dans cette tribu des gens qui taillaient des silex, plutôt pas mal, enfin bon, et puis d'autres qui chassaient pour procurer la nourriture à la petite tribu. Puis un jour, ils rencontrent une autre tribu, et ils se rendent compte que le type qui, lui aussi, taille des silex dans cette tribu, fait le travail beaucoup plus efficacement, beaucoup mieux, une meilleure productivité. Et ils se disent, mais finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas, nous, plutôt que de continuer à produire nos silex pas terribles, proposer de vendre de la viande, d'échanger de la viande que nos chasseurs, qui sont eux plutôt pas mauvais, à cette tribu, et puis de le recevoir en échange des silex. Et donc on a fait un plan social. Le tailleur de silex de la première tribu a été malheureusement mis au chômage, mais on lui a proposé un plan d'adaptation de l'emploi, une formation. Il est redevenu chasseur, et finalement les deux tribus s'en sont sorties très bien, parce que celle qui chassait s'est mise à mieux chasser, elle a pu concentrer ses moyens, ses talents, son habileté sur la chasse, pendant que l'autre, au contraire, avait découvert qu'elle avait finalement une bonne position concurrentielle sur la taille des silex et s'est mis à produire des silex plus grands. Et bien voilà, c'était ça, là est né l'échange, et ça a été repris un petit peu plus tard, quelques siècles après, au XVIIIe siècle, par un économiste, David Ricardo, comme son nom l'indique, était anglais, d'origine portugaise, absolument, donc pas italien, et qui a théorisé à peu près cette chose-là dans un papier qui est paru en 1817. Alors, il avait pris deux exemples, qui étaient le Portugal et l'Angleterre, et il montrait, ça, ce serait bien qu'on ait le deuxième slide. Voilà. Et il avait pris un exemple tout simple en disant, ben voilà, finalement, on a les Anglais qui produisent des draps et du vin, par exemple, le Portugal du drap et du vin, pour une même quantité de travail donnée, dans les proportions qui sont indiquées là. Et en fait, ce qu'il a montré, c'est que finalement, si les Anglais redéployaient leurs ressources pour produire non plus du vin, parce qu'ils n'étaient pas très productifs dans le vin, mais plutôt un peu plus de draps, et qu'ils les échangeaient avec les Portugais qui, eux, produisaient du vin en grande quantité, avec une bonne productivité, hein, tout ça c'est pour une quantité de travail donnée, et bien finalement, on arrivait à ce qu'au final, grâce à cet échange, la production totale augmente. C'est-à-dire que, vous voyez, c'est la colonne de droite, là, le total initial, c'était 35 mètres de drap pour 400 litres de vin. Et grâce aux échanges, parce que les Anglais donc, se sont mis à faire plus de draps, moins de vin, mais à acheter du vin aux Portugais et à vendre des draps aux Portugais, eh bien, on arrivait à accroître la production d'ensemble. Alors voilà, était né à ce moment-là, évidemment, tout cela est un peu simpliste, hein, mais était né le concept d'avantage comparatif,
qui disait que finalement, entre des régions ou entre des pays, on pouvait, grâce à l'échange, finalement, améliorer la production d'ensemble. Ça, c'est une dimension fondamentale. Cette théorie a été d'ailleurs poursuivie, amplifiée. Il y a eu des gens comme Paul Samuelson qui, dans les années 40-50, ont raffiné le modèle et ont démontré qu'en effet, on avait un avantage à l'échange. Alors, bien sûr, sous certaines conditions de concurrence parfaite, il fallait prendre en compte des aspects comme les coûts de transport. Mais enfin, souvenez-vous qu'au 19e siècle, c'est aussi le moment où apparaît le chemin de fer, les bateaux à vapeur, etc. Bon. Et cette pensée, elle a vraiment irrigué la pensée économique depuis 2 siècles. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, on a décidé de créer le GATT, l'ancêtre de l'OMC, le General Agreement on Trade and Tariffs, qui était un vaste programme dans lequel on essayait de diminuer les barrières douanières et de faire croître le commerce international avec un bénéfice donc global. Bon, alors il y a eu quelques aléas, il y a eu des études empiriques, notamment Leontief, qui dans les années 50 a montré qu'à partir de données statistiques, c'était pas si évident, que les avantages comparatifs pouvaient... Ça a été corrigé un petit peu plus tard, dans les années 80, et globalement, quand même, c'est en tout cas ma conviction, même d'ailleurs des économistes comme Paul Krugman, qui sont plutôt des économistes critiques, continuent de penser que le libre-échange, la théorie des avantages comparatifs, effectivement, traduit une réalité. Bon. Alors, donc ça, c'est la première thèse que je voulais dire, c'est que l'échange, en effet, l'échange, le commerce international est une source de progrès et une source d'amélioration de la production. Alors, évidemment, ça a un prix. Parce que vous voyez bien que, dans l'exemple même du silex, j'ai imaginé donc ce plan social qui affectait le pauvre tailleur de silex, ça veut dire qu'à partir du moment où on échange, à partir du moment où des nouvelles capacités vont pouvoir apparaître d'un pays ou dans un autre, où des gains de productivité vont être faits, ça suppose donc qu'il y ait en permanence une adaptation. Et ça, c'est une des difficultés, effectivement, de ces migrations, de ces mutations que produisent les échanges, c'est qu'elles accélèrent, en général, les rythmes de changement et elles font peser sur les sociétés, finalement, des contraintes, notamment ces contraintes d'adaptation, d'ajustement. Et là, on voit bien que dans notre époque, c'est peut-être effectivement ce qui a marqué un peu ces 15-20 dernières années, c'est que tout ça a été très vite et que certaines sociétés, notamment justement celles qui étaient les plus mûres, les plus avancées, qui étaient installées dans un certain confort, ont eu parfois des difficultés à accepter les transformations qui étaient nécessaires. Donc contrainte sociétale, j'allais dire, qu'entraîne ce mouvement, même si ce mouvement, donc d'ensemble, produit plus. Donc il produit plus globalement, mais il y a des perdants et des gagnants. Et l'un des impératifs sociaux et l'un des impératifs politiques, c'est effectivement s'assurer que les perdants, finalement, soient pris en charge et qu'on essaie de les réintégrer dans la marche économique. Bon. Alors l'autre élément qu'on a pu aussi détecter, c'est qu'évidemment, tout ceci fonctionne à partir du moment où il y a des règles à peu près honnêtes et objectives d'échange. Donc, d'où l'idée d'abaisser les barrières douanières, d'où l'idée de lutter contre des pratiques malhonnêtes, et puis d'où l'idée aussi de lutter contre le dumping, parce que Paul Krugman a montré que dans ce système d'échange, il pouvait y avoir aussi des pratiques qui consistaient à vendre à perte pour affaiblir finalement l'industrie d'un voisin et finalement ramasser la mise, j'allais dire, à la fin. Donc, on voit bien que ce modèle qui a priori fonctionne, doit être quand même réalisé avec un certain nombre de précautions et fait peser donc des contraintes politiques et sociétales importantes. Enfin, l'autre élément important, c'est qu'a surgi ces dernières années une préoccupation nouvelle, environnementale, qui, dans ce modèle ancien, n'est pas encore bien prise en compte. C'est-à-dire que est-ce qu'on peut accepter d'échanger avec un pays qui, lui, pour produire, s'assoit totalement sur les préoccupations environnementales et écologiques? Ça, c'est une des questions qu'on peut se poser. Mais bref, donc ce sera effectivement là aussi un de nos défis à venir, le défi de l'humanité tout entière, se dire comment est-ce qu'on peut sortir de cela. Et de la même manière que comment est-ce qu'on fait en sorte, et c'est d'ailleurs pour cela qu'a été créé il y a à peu près à la même époque le Bureau international du travail à Genève, comment on fait en sorte que ces échanges ne se fassent pas, là aussi, avec des pays dans lesquels les conditions d'emploi, de protection sociale, etc., sont désastreux, d'où l'idée d'essayer de faire progresser en même temps dans les standards, même dans les pays qui sont aujourd'hui encore émergents. Bon. Alors, vous voyez aussi, d'ailleurs, que dans mon propos, donc j'ai fait ressortir cette idée de l'avantage comparatif, de ces avantages comparatifs donc qui vont permettre finalement à certains pays ou à certains secteurs d'activité d'améliorer leurs pratiques, d'améliorer leur productivité, d'être plus innovants. Vous voyez que je distingue là bien une vision globale avec les visions des secteurs particuliers.
Et c'est pour ça qu'à mon sens, le débat qu'on a entendu depuis 1 an sur la compétitivité n'est pas un bon débat. Parce que la compétitivité, c'est le problème d'un secteur. Maintenant, est-ce que, finalement, si un secteur n'est pas compétitif, il faut à tout prix s'acharner pour le sauver, pour le faire progresser, ou est-ce qu'au contraire, il ne faut pas plutôt redéployer, tirer un trait, et puis, justement, rentrer dans cette perspective d'amélioration globale? Et vous voyez, je pense que ce débat, cette question, n'est pas vraiment bien abordée dans notre pays lorsqu'on se préoccupe justement exclusivement de la compétitivité. Je voulais parler justement, puisque dans le titre, il y avait délocalisation, non-localisation. Donc vous voyez que la délocalisation n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque c'est une des conséquences de ce mouvement, mais on peut délocaliser et en même temps recréer des activités. Et d'ailleurs, il y a eu quelques études empiriques dans les années 2000, notamment faites par Fontanier et Jean-Hervé Lorenzi, qui montraient que les délocalisations, en tout cas jusqu'au début des années 2000, n'avaient pas provoqué finalement autant de pertes d'emplois que les hommes politiques ou que certains discours le laissent penser. L'effet était limité, je crois, à 6% des pertes d'emplois. Donc ce n'était pas forcément les délocalisations elles-mêmes qui étaient cause de pertes d'emplois, c'était plutôt le fait que nous perdions nos avantages comparatifs, nous, la France. Donc j'arrive à ma conclusion rapidement. Voilà. Donc il faut, je pense, ne pas tourner le dos à l'échange. Il faut surtout un corps politique qui, lui, essaie de s'emparer de ces sujets, non pas avec des slogans fumeux, donc du genre démondialisation, c'est dommage. J'aurais bien aimé pouvoir en parler avec notre invité de ce soir. Mais au contraire, essayer de favoriser l'innovation, favoriser l'initiative individuelle, favoriser le dynamisme économique. Et c'est là que je pense qu'on s'égare aussi aujourd'hui en France dans des faux débats. Rétablir l'économie pompidonienne, rétablir le plan, je ne suis pas sûr que ce soit vraiment adapté à notre époque, à cette époque où les mutations technologiques vont extrêmement vite. Marx aura le droit de ne pas être d'accord avec moi. J'ai un seul exemple en tête, c'est que si on lit le plan qui avait été rédigé par la Direction générale des télécommunications en 1995, et qui, donc, les grands ingénieurs du corps des télécoms sponsorisés par l'État, prévoyaient un avenir dans lequel ils avaient juste oublié qu'il y avait Internet, qu'il y avait un petit garçon comme Xavier Niel qui allait tout bouleverser, voilà. Donc, je ne suis pas sûr qu'une approche purement directive soit la solution pour relever ce défi des mutations et des adaptations technologiques. Et voilà, j'en ai terminé. Merci Olivier.